Voilà. Alors, tous les éléments que vous voyez là sur le tableau, derrière moi, c'est des éléments dont on vous dira, en théorie en tout cas, que pour lancer une start-up, ils sont tous absolument indispensables. Et pourtant, il y en a un dans ces éléments qui est beaucoup plus important que les autres, et lorsqu'il n'est pas présent ou qu'il n'est pas ajusté, le projet start-up a du mal à se développer. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est un monsieur qui s'appelle Bill Gross, qui est un Américain qui a monté beaucoup de start-up ces dernières années, qui a fait une étude sur, je pense, plus de 1000 start-up et qui est parvenu à isoler un des éléments ici, qui est de dire que lorsque cet élément est absent, ben, la start-up elle échoue. Alors ce que je vous propose, c'est de voir au travers de ma petite histoire, de voir s'il a raison ou pas. Voilà, alors je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Benoît Bertrand, j'ai 52 ans, bientôt 53, mais à partir d'un certain âge, quand on approche de l'anniversaire du supérieur, on a tendance à dire qu'on a l'âge en dessous. Quand on est jeune comme vous, on a tendance à, dès qu'on a un an de plus que l'anniversaire précédent, on a tendance à dire qu'on approche de l'anniversaire suivant. Mais vous verrez, c'est comme ça que ça se passe. Je suis évidemment vétérinaire, je suis diplômé de l'université de Liège, en Belgique. Je fais de la clientèle et j'en fais toujours depuis 27 ans. Alors en 2003, j'ai donc à 40 ans, donc je suis né en 63. À l'âge de 40 ans, comme j'avais développé des startups, je me suis senti un tout petit peu démuni pour gérer tout ça, donc j'ai repris un master en management à HEC à Liège. Je me suis retrouvé à ce moment-là dans une classe de 70 étudiants qui, eux, étaient tous frais et plus ingénieurs architectes, donc ils avaient votre âge à peu près, donc moi j'étais vraiment le vieux parmi eux. C'était une expérience assez intéressante. Alors, depuis 5 ans et demi, je suis aussi vice-président de l'ordre vétérinaire francophone. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis responsable d'un site qui s'appelle Vet2Vet, d'un site qui s'appelle LPO et d'un programme de formation continue qu'on appelle Vet Education. Alors le plan de la présentation, il est assez simple. Ma présentation, je viens de la faire. Alors après, je vais aborder deux sites internet, Vet2Vet et LPO. Est-ce que c'est une réussite? Oui, non. Et quels sont les problèmes que nous avons rencontrés? Alors après, je vous ferai une diapo sur les principaux écueils que j'ai rencontrés ou qu'on rencontre quand on lance une start-up. On parlera brièvement des facteurs de la réussite, une petite conclusion, et si on a encore le temps, parce que le temps est compté, éventuellement répondre à des questions. Alors Vet2Vet, au départ, c'est une idée donc en 2000. En 2000, moi je suis sorti en 87, donc j'ai à ce moment-là 13 ans de pratique. Et le virus de l'entrepreneuriat me ronge depuis longtemps. Et avec un ami, on décide d'investir un peu d'argent pour lancer, en l'an 2000 donc, le premier site internet vétérinaire, entièrement dédié aux vétérinaires, et de plus gratuit. Parce qu'à l'époque, vous imaginez, il y a 15 ans, il y avait encore des sites où il fallait payer des abonnements, etc. pour pouvoir avoir de l'information. Et nous, on avait fait le pari du tout gratuit. 2 ans plus tard, donc, on est novice absolu en Internet. On ne sait pas comment on fait un site Internet, donc on a dû prendre une société pour le faire. On a mis un petit peu les sous qu'on avait mis dans le capital de la société. Et 2 ans plus tard, on se retrouve leader de l'Internet vétérinaire en Belgique, avec 85% des vétérinaires qui sont connectés sur notre site. Alors le site Vet2Vet, c'est quoi en fait? C'est un site où les vétérinaires s'inscrivent, il n'y a qu'eux qui peuvent y aller. Ils ont accès à des informations scientifiques que nous mettons dessus. Et très rapidement, on développe ce qu'on appellera plus tard un réseau social, mais à l'époque, c'était la possibilité pour un vétérinaire d'envoyer des alertes, qu'on appelait des SOS, à tous les membres de la communauté quand ils avaient un problème de diagnostic ou quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Ils pouvaient mettre aussi des petites annonces pour vendre leur...
Donc, on m'entend? Oui. Alors, on avait 85% des vétérinaires qui étaient inscrits sur Vet2Vet, et on est devenu donc en 2002 le premier réseau social vétérinaire. Pour rappel, Facebook a été créé le 26 septembre 2006. À l'époque, évidemment, nous on savait pas que ça allait arriver et on ne parlait pas encore de réseau social comme maintenant. On est devenu aussi à ce moment-là le premier site d'annonce commerciale. Donc on a dû aller démarcher l'industrie pharmaceutique, le pet food, pour leur dire, écoutez, nous on va toucher vos clients, les vétérinaires, faites-nous confiance, on a leurs adresses email parce que les vétérinaires étaient obligés de donner leur adresse email pour s'inscrire sur Vet2Vet, et donc on va leur envoyer des publicités qui seront plus efficaces que ce que vous envoyez par la poste habituellement. Et ça a constitué pendant 13 ans une source de financement qui était vraiment très très importante. Alors en 2003, il faut que je remette mes lunettes, en 2003, Vet2Vet produit les premières vidéos de formation post-universitaire. Pourquoi on s'est lancé là-dedans? Parce qu'on s'est rendu compte que les photos et les textes étaient quand même, c'était un peu copier-coller de ce qu'il y avait dans les revues. Et alors on a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui faisait des émissions à la RTB, donc la RTBF, c'était la télévision belge, et lui avait monté une petite boîte de production privée, et il nous a aidé en fait au début à nous donner confiance, et on a pu relever le challenge à un moment donné de faire des vidéos de chirurgie, de médecine interne, en grands animaux, en petits animaux, qu'on a au final distribué sous forme de CD aux vétérinaires. Et ces CD en fait étaient payés par l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique était trop contente d'arriver chez le vétérinaire via les délégués avec des CD cadeaux. Et pour nous, c'était facile. La firme pharmaceutique payait tous les CD, on les vendait, il y avait une facture, on empochait tout l'argent et les vétérinaires recevaient les CD gratos. Donc, et alors, ils allaient voir évidemment sur le site Vet2Vet pour ceux qui, les 15% qui étaient encore pas membres. Alors, pour ça, nous avons investi évidemment dans du matériel, parce que l'argent à ce moment-là a commencé à rentrer facilement, et on a été tourner nos vidéos à la clinique de Frégis à Paris. Pour certains qui connaissent l'existence. Et à l'époque, on s'est lancé dans la retransmission d'une première vidéo d'intervention chirurgicale sur Internet, en direct, avec 150 vétérinaires qui étaient chez eux sur leur... À l'époque, il faut s'imaginer, c'est en 2003, hein, on était encore avec le début de la DSL, c'était quand même très balbutiant. Alors on avait convoqué une conférence de presse, qui, ça avait été répercuté dans différents journaux, donc vous voyez les titres, donc on avait vu ça dans plusieurs journaux. Ça nous a permis d'avoir une crédibilité auprès des annonceurs qui étaient toujours l'industrie pharma et l'industrie pet food. Donc le concept il était simple, c'était gratos pour le veto et c'était l'industrie qui finançait et nous on était entre les deux. Alors on a créé toute une série de CD, donc des vidéos qu'on mettait en CD, ici il y en a une partie, je n'ai pas tout mis. On a en 2005 acquis un serveur vidéo large bande pour diffuser nos vidéos nous-mêmes, parce que les labos pharma nous ont dit, écoutez, les CD c'est bien, mais on a quand même l'impression que les vétos, parfois, ils les laissent dans les tiroirs, donc on aimerait bien avoir plus de visibilité. Donc, on a acquis un serveur vidéo large bande, à l'époque c'était aussi nouveau, pour diffuser nos vidéos en ligne, en streaming. Je rappelle que YouTube a été créé aussi en 2005. Donc on était vraiment à la croisée des chemins à ce moment-là. Bon, nous, on ne savait pas ce que ça allait devenir à ce moment-là. Alors, ce qui s'est passé, donc les années ont passé, et en 2010, notre réseau intranet a été supplanté par Facebook. Donc ça, pour nous, ça a été, on ne l'a pas vu venir, on n'a pas réagi à l'époque, et dans le même temps, les labos pharma, ils ont commencé à récolter les adresses email des vétérinaires. Donc, ils étaient plus dépendants de notre base pour envoyer des emails. Ils se sont chacun constitué leur base. Et donc là, on s'est retrouvé évidemment devant un moment difficile parce qu'on a dû se réinventer à l'époque, parce que le filon de l'industrie pharma s'est brusquement tari. Alors, je dois vous avouer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne s'est pas encore complètement réinventé par rapport à ça. La seule chose qu'on a pu faire, c'est réutiliser les vidéos qu'on avait distribuées à l'époque rapidement et les remettre dans un cycle de formation continue payant pour les vétérinaires qui leur donne des accréditations
pour les formations continues qu'ils sont obligés de suivre chaque année. Alors, si on fait un petit bilan de ce que je viens de vous raconter, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors au début, et pendant 12 ans, donc de 2000 à 2012, bon, on avait une idée novatrice. On était deux, notre équipe était tout à fait alignée. On avait un marché. On avait le marché, c'était les vétérinaires d'un côté et l'industrie pharma et pet food de l'autre. Les compétences, on ne les avait pas au début, mais on les a acquises en cours de route. Moi, j'étais faire mon master en management, et puis on a appris l'Internet, on a appris à rentrer dans les sites, on a appris à gérer des bases de données sur Internet. Le timing, il était bon. En 2000, c'était la grande envolée, souvenez-vous, dans les années 2000, enfin, tous les sites Internet, il y en avait quelques-uns qui commençaient à se casser la figure, mais nous, on était un marché de niche, donc on a pu arriver, on est arrivé en fait au bon moment. Bon, la volonté, évidemment, on l'avait, parce que à un moment donné, quand la mayonnaise prend, quand on n'est pas allergique à la mayonnaise, évidemment, tout se met en place, et comme le disaient les deux orateurs précédents, on est un peu poussé dans le dos parce qu'on a le vent en poupe, en fait, hein, donc on est poussé par le vent. Le financement, au début, on avait un petit financement, et puis très rapidement, les labos pharma ont alimenté la caisse, donc ce n'était pas un problème non plus. Et au début, en tout cas, pendant 12 ans, on a fait preuve de créativité continue. C'est quoi la créativité continue? C'est partir d'un site pour donner des infos scientifiques, basculer sur un début de réseau social, les infos scientifiques, les convertir en vidéo. Tout ça, c'est ce que j'appellerais la créativité continue. Mais alors, plus récemment, qu'est-ce qui n'a pas marché? La créativité continue, elle a diminué à partir de 2012. Parce qu'on a lancé d'autres projets. C'est le projet dont je vais vous parler juste après. Et qu'on a quand même éprouvé des difficultés à se renouveler. Parce que l'Internet est arrivé maintenant, c'est un marché qui est assez mûr. Et là, au jour d'aujourd'hui, LPO vit toujours, mais c'est vrai qu'il est plus en mode vivotage qu'en mode d'expansion. Donc ça, c'est la première expérience. Deuxième expérience, LPO. En fait, LPO, c'est un petit peu la suite de Vet2Vet. Vet2Vet, je vous ai dit, c'est l'industrie pharma qui parle aux vétérinaires. Et très rapidement, on s'est dit, il manque un maillon dans la chaîne. Le maillon dans la chaîne, c'est le propriétaire, au niveau du vétérinaire. Propriétaire que je vais appeler par la suite, pour faire plus court, parce que c'est rentré dans mon cerveau comme ça, le pet owner, ou PO, enfin pet owner, donc propriétaire d'animal de compagnie. Et donc, en 2008, donc on est en train de se rendre compte que Vet2Vet s'essouffle un petit peu, on crée LPO, donc qui est le premier CRM, donc c'est Customer Relationship Management, vétérinaire 100% cloud, donc en 2008. Donc qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de faire un programme ou un site sur lequel les vétérinaires vont inscrire leurs clients, et sur ce site, sur la fiche de chaque animal, le vétérinaire va profiler l'animal en fonction des rappels de vaccins, mais non seulement ça, parce que ça les anciens programmes le faisaient déjà, mais profiler sur les vermifuges, sur la stérilisation, sur le détartrage, et puis des choses nouvelles, tout ce qui est maladie chronique, l'arthrose, l'insuffisance cardiaque, le diabète. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de s'ouvrir à nous. Et tout ça se fait 100% cloud. Alors, le but de l'histoire, c'est assez simple, c'est que le propriétaire puisse avoir accès au carnet de santé de son animal. Il est inscrit par le vétérinaire. Le vétérinaire met des rendez-vous, enfin en tout cas des relances automatiques, et ces relances, elles ne sont plus envoyées avec le papier qui sort de l'imprimante, qui est plié en trois, qui est mis sous enveloppe à fenêtre, timbré, mis à la poste. Non, tout ça est envoyé par email et par SMS. Alors pour faire ça, on est les deux actionnaires de Vet2Vet, mais on s'adjoint la collaboration de deux nouveaux actionnaires qui, eux, viennent de l'industrie et du pet food, deux vétérinaires. Alors, un an plus tard, LPO est lancé en Belgique, et 2 ans plus tard, on a 10 utilisateurs. 10 utilisateurs, 10 vétérinaires. En plus, j'ai oublié de vous le dire, mais LPO est gratuit pour les vétérinaires. Et on a 10 utilisateurs. Alors, on va voir après ce qui s'est passé. Donc, LPO, en 2 mots, on part du vétérinaire,
on ajoute le pet owner, donc le propriétaire. Au milieu, on met un carnet de santé en ligne. Tout ça, tout ce petit monde communique au travers du carnet de santé, ces gens communiquent entre eux. Mais ça donne aussi, puisque c'est en cloud, ça donne la possibilité avec des vétérinaires de garde d'aller consulter les dossiers d'animaux dont ils ne s'occupent pas d'habitude. Parce que tout est sur Internet, donc c'est assez facile. Il y a des codes d'accès, des sécurités, etc. Ça, vous imaginez bien. Donc le vétérinaire de garde peut aller interagir dans le carnet de santé, mais non seulement le vétérinaire de garde, mais aussi des vétérinaires spécialistes, à qui on réfère des cas de dermato, des cas d'orthopédie, etc. On peut transmettre le dossier très facilement au vétérinaire spécialiste en lui donnant simplement un accès au carnet de santé. On facilite la communication donc, entre le vétérinaire et le pet owner avec des échanges d'emails. Alors, question-réponse, on posait la question hier, c'est pas encore tout à fait comme ça maintenant parce que le vétérinaire n'aime pas trop d'être dérangé par des emails ou des demandes comme ça spécifiques de clients, il aime quand même mieux voir le client ou l'avoir au téléphone. Mais on a la possibilité de faire interagir l'industrie pharma de nouveau et le pet food qui eux peuvent injecter dans la communication du vétérinaire et avec l'accord de celui-ci, l'industrie peut injecter de la communication vers le client final. Pour lui, c'est un créneau et c'est un canal magnifique parce que c'est un canal qui est qualifié et c'est un canal où les gens sont complètement, enfin les animaux sont complètement profilés. Donc on en est là, en 2010, on a un super projet, super idée, mais avec 10 utilisateurs. Et tout d'un coup, il se passe un truc. Ça vous avez très connu, bon, le petit clin d'œil pour réveiller ceux qui s'en vont un petit peu. Donc, tout d'un coup, en 2010, donc le projet, on l'a lancé depuis 1 an, hein, on a 10 utilisateurs. Et tout d'un coup, il y a une grosse multinationale qui nous approche. Alors, je ne peux toujours pas dire le nom aujourd'hui, mais bon, peu importe, parce que c'est toujours... on a signé un accord de confidentialité. Une grosse multinationale qui nous approche et qui nous dit, bah écoutez, votre truc, ça a l'air intéressant, on aimerait bien vous voir. Donc on va aller voir. Et puis, ils nous disent, votre truc c'est génial, on aimerait bien faire des affaires avec vous et on aimerait bien commencer une négociation pour envie de vous racheter. Donc, pendant 1 an et demi, on s'est retrouvé avec un de mes 3 associés, un Français, on s'est retrouvé à discuter avec des gens qui sont présents au niveau monde, en anglais. Il faut s'imaginer, moi je suis vétérinaire à Liège avec une petite clinique, un petit truc, mon petit bouclard. On avait des nouvelles qui tournent pas mal. Bon là c'est vrai qu'on a quand même un petit peu discuté avec des boss de l'industrie pharma, mais au niveau belge. Ils ne sont pas aussi inaccessibles que dans d'autres pays, en tout cas plus accessibles qu'en France, ça j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Mais bon, à un moment donné, on se retrouve projeté avec des gens qui sont présents dans le monde entier et on se retrouve non seulement avec des gens de cette société, mais en plus avec des dirigeants de cette société, donc au niveau monde, mais très rapidement, à négocier le rachat de notre société. Quel type de multinationale? C'est pharmaceutique ou... C'est pas pharmaceutique, voilà. Mais je ne peux pas aller plus loin. Et donc, ces gens nous disent, bon, on vous rachète, 100%. On dit ok, il faut voir le prix, évidemment, parce que c'est quand même un projet, mais je vous rappelle, on a 10 utilisateurs. Et on vous engage, les 4 actionnaires de LPO, on vous engage freelance pour développer le projet. Et puis tout d'un coup, donc on est à la fin des négociations, on a signé toute une série de papiers pour ils ont scanné toute la société, on a tous les brevets, enfin il n'y a pas de brevets, mais enfin tout est passé au crible par des juristes, ça prend un temps fou. Et puis tout d'un coup, subitement, un coup de téléphone, rupture des négociations par la multinationale. Du jour au lendemain, le projet s'effondre. Alors je peux vous le dire maintenant, sans rentrer trop dans les détails, ils avaient mis sur la table pour financer le projet en 5 ans, et c'était pour nous, ce qu'ils avaient mis sur la table. On ne l'avait pas tout en une fois, mais on l'avait en 5 ans, si on travaillait vraiment bien. Ils avaient mis sur la table 10,9 millions d'euros. Pour une petite société dans laquelle on avait mis un petit capital de 60 000 euros. On avait travaillé 2 ans.
donc ça, le monde s'effondre. La multinationale rompt les négociations et on se retrouve avec nos 10 utilisateurs. Parce que la multinationale, en fait, elle nous avait mis le projet à développer, donc terminer ce qu'on n'avait pas fait, c'est-à-dire notamment le module de gestion qui n'était pas fait, et surtout l'international. Donc on avait toute l'Europe. Donc il nous avait dit on commence dans tel pays, puis on va dans tel pays, est-ce que vous allez suivre? Oui. Au niveau familial, évidemment, vous imaginez, on s'était dit il faudra déménager, il faudra avoir une vie tout à fait différente. Pendant 2 ans, on était comme Pierrette et le Potolet. On a commencé à faire des châteaux en Espagne, et puis tout s'est arrêté, mais brutalement. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce qu'on a eu le temps d'analyser maintenant, ça s'est passé en 2011, on a eu le temps d'analyser. Alors au début, tout au début, qu'est-ce qu'on avait? On avait une idée novatrice, ça c'est clair, c'était un truc qu'il n'y avait personne qui l'avait fait avant. On avait des compétences, on était, mon premier associé et moi-même, on était compétents dans l'Internet, et on s'était adjoint l'expertise de deux nouveaux actionnaires qui, eux, étaient compétents au niveau de l'industrie. On avait une volonté de faire, c'était le projet de notre vie. Par contre, on s'est rendu compte que le timing n'était pas bon. Parce qu'en 2008-2009, quand on a démarré, nos 10 utilisateurs, le marché, il n'était pas mûr. Les vétos, quand on a commencé à leur dire tous vos fichiers, etc., ça va être sur le cloud. Bon, 2009, c'est il y a 7 ans, mais au niveau Internet, c'est une éternité. Aujourd'hui, les gens ils sont un petit peu plus ouverts à ça, mais il y a 7 ans, ils étaient complètement fermés. Donc, au niveau du timing, on n'était pas bon. Alors, au moment clé, quand on a entamé les négociations avec la multinationale, on a fait aussi beaucoup d'erreurs. Et la principale, c'est que les objectifs de vie des 4 actionnaires, on croyait qu'ils étaient alignés, mais ils n'étaient pas alignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans les actionnaires, les 4, la société multinationale, elle achetait le projet, elle achetait les 4 concepteurs, elle achetait tout, prenait tout. Elle mettait l'argent, mais elle prenait tout. Et il y en a 2 là-dedans qui étaient engagés qui étaient salariés depuis longtemps, et ils se sont dit, oui mais attends, c'est bien beau, ils nous mettent de l'argent, ils ne mettaient pas toute la somme en une fois, parce que sinon on aurait tous dit oui, mais ils mettaient que une toute petite partie de cette somme dont je vous ai parlé au début, et puis le reste, il fallait chercher, année après année, il fallait atteindre des objectifs. Et donc, il y en a 2 qui ont dit, oui mais attends, avec les contrats qu'on va signer, on peut être mis dehors dans 1 an, dans 2 ans. Ils n'avaient pas tort. Et ils n'ont pas voulu prendre de risques. Et donc la multinationale, on a été obligé de leur expliquer que des 4 au départ, il n'y en avait plus que 3 qui voulaient signer, et puis finalement 4, et puis non, finalement 3 parce qu'il y en avait 2 autres qui avaient encore changé d'avis, et ça a amené la rupture unilatérale des négociations. En fait, on s'est comporté comme quand on a fait des cacous, n'ayons pas peur de le dire. On s'est retrouvé avec des gens hyper sérieux, à des réunions avec des gens qui prenaient des avions pour venir nous rencontrer, pour faire des business plans, pour faire des conventions avec des avocats, des juristes, etc. Ces gens se déplaçaient des 4 coins de la terre, et nous on était là, oui mais, je sais pas, on est 4, peut-être 3, il y en a un, c'est pas trop, machin. Et ça a été, la sanction a été immédiate, elle a été sévère. Un coup de téléphone, dire game over. Alors après ça, je peux vous dire que oui, il y avait aussi le leadership qui était mal défini ou pas visible, parce que dans la bande des 4, il y en avait 2 qui étaient un petit peu plus leaders que les 2 autres, et c'était pas vraiment clairement compris comme ça par la multinationale. Donc quand on se retrouve avec un projet qui devient un projet de vie, avec des perspectives où on se dit enfin on va rentrer dans la cour des grands, le coup de téléphone qui tue, ça nous fait un sale coup. On va dire que là, on a entamé ce qu'on va appeler une grande traversée du désert. Alors là, pour vous dire la vérité, le projet LPO, il a failli mourir. Il était aux soins intensifs, mais tout le monde était en train de débrancher les machines les unes après les autres. Et 2 des 4, les 2 qui étaient intéressés par rentrer dans la multinationale, on a décidé de continuer le projet quand même, de continuer. Et de 2011 à 2013, on a développé sur fonds propres, on a créé nous-mêmes. Ce qui nous manquait pour boucler la boucle par rapport au logiciel de gestion actuel, c'est donc ce qu'on appelle l'ERP, j'oublie chaque fois ce que ça veut dire, mais c'est le logiciel de gestion. Et donc on s'est retrouvé avec LPO qui totalisait donc les 2 aspects, donc le CRM qui était quelque chose d'assez nouveau, plus le logiciel de gestion, et on a donc maintenant un logiciel de gestion clientèle qui est full. Alors aujourd'hui, on a 60 utilisateurs
on est passé de 10 à 60 parce qu'on a évidemment mouillé notre maillot, on a été faire des conférences, on a été voir les vétérinaires à domicile, etc. Et en 2015, l'année dernière, on est de nouveau passé, par contre, c'est pas quel hasard, dans le radar d'un business angel qui a dit votre projet c'est intéressant. Donc il a mis un peu des sous dedans. Et cette année, on est à la recherche d'un venture capitaliste. Donc ça, c'est un mot un peu compliqué pour dire, en fait, on a besoin de quelqu'un qui mette un peu plus d'argent pour pouvoir terminer tout ce qu'on a commencé, qu'on n'a pas encore fini, et pour, en fait, n'ayons pas peur des mots, redonner un petit coup de jeune à la peinture de 2009, parce que le LPO, je ne vous le montre pas, mais il est encore peint comme on peignait Internet en 2009, donc ça a un petit peu changé. Il faut qu'on remette tout ça au bout du jour, donc il faut un petit peu des sous. Et on a des pistes en vue, depuis la semaine dernière. Bon, évidemment, ça, je comprendrais que je ne peux pas trop m'étendre. Donc, LPO n'est pas mort, nous on y croit toujours, Mordicus, et là, depuis quelques temps, on est de nouveau relancé, donc après 3 ans de traversée du désert. Alors de tout ça, qu'est-ce qu'on va retenir? Ben, les principaux écueils qu'on a rencontrés, c'est soit on est un peu trop tôt, soit on est trop tard. Donc, Vet2Vet, on était just in time. Et ça a bien fonctionné. Par contre, LPO, on était clairement trop tôt. Ça n'a pas bien fonctionné auprès des vétérinaires. Je vous passe la mauvaise gestion de la multinationale, mais quelque part, on était trop tôt. On a eu raison trop tôt. Ça ne veut pas dire qu'on a eu tort, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ben, ce n'était pas très sexy, même s'il y a une multinationale qui s'est approchée de nous, mais on n'était pas mûrs, on n'était pas mûrs pour rentrer là-dedans. Alors, un écueil aussi, c'est quand on est en équipe, et moi j'ai toujours travaillé en équipe, donc ici vous avez vu un panel de gens qui ont travaillé tantôt seuls, tantôt en équipe, et moi c'est en équipe aussi. Très important, les objectifs de vie des actionnaires doivent être alignés. Alignés, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tout le monde doit vouloir la même chose, mais ça veut dire que chacun doit savoir ce qu'il veut, et pas dire « Ah ben s'il y en a 2 qui veulent ça, nous aussi ». Parce que nous on était 4, on était 2 à vouloir clairement changer de vie, et les 2 autres disaient « Ah bah oui, nous aussi », mais en fait ils n'étaient pas prêts du tout. Ils n'étaient pas prêts, mais je pense qu'ils ne le savaient pas. Donc c'est très compliqué, ça c'est un point qui est très compliqué. Il faut faire attention, quand on est en équipe, les gens qui vous approchent, ils ont besoin de savoir à qui ils doivent s'adresser. Donc le leadership au sein d'un groupe, il doit être défini, et il doit être identifiable par les gens qui vous approchent. Sinon, ces gens à ce moment-là se disent « Ouais, mais celui-là s'il s'en va, celui-là s'il revient, comment l'organigramme va évoluer ?» Ça leur donne beaucoup d'insécurité, et pour des gros investisseurs, insécurité égale stop, tout de suite, ils ne vont pas plus loin. Un écueil qu'on a rencontré aussi, et ça je vous l'ai montré dans Vet2Vet, c'est des difficultés à s'adapter. On a vu arriver Facebook, on s'est dit Facebook, même pas peur, qu'est-ce qu'ils vont venir faire chez nous? Et en fait, quand on s'est rendu compte de ce qu'ils faisaient, maintenant, aujourd'hui, tous les vétérinaires de Vet2Vet, ils discutent sur une page Facebook qui ne nous appartient même pas, et ils sont tous à passer sur cette page-là. Donc, nous, on n'a pas vu le truc, on ne s'est pas adapté. Il faut dire qu'on avait d'autres trucs, enfin d'autres projets à ce moment-là, c'était notamment LPO. Impossibilité de se renouveler. Aujourd'hui, Vet2Vet, c'est un modèle économique qui était basé sur la transmission d'informations payantes pour l'industrie aux vétérinaires. Aujourd'hui, on est obligé de se renouveler, et pour Vet2Vet, on a du mal. Par contre, pour LPO, on n'a pas de problème, on a plein d'idées, on a des tiroirs pleins comme ça d'idées, ça regorge. On a eu aussi, pour LPO, un financement calculé trop juste. Parce que quand on a mangé nos 60 000 € de départ, on n'avait plus du tout d'argent pour aller faire de la prospection. Ça ne nous a pas fait peur, parce qu'on avait la multinationale qui arrivait, qui nous promettait des millions, donc on s'est dit pas de souci, on va y arriver, jusqu'au coup de téléphone du mois d'avril 2011, dont je vous ai parlé. Donc là, on se retrouve avec un financement trop juste. Ce qui me permet d'aborder les facteurs clés de la réussite. Alors, est-ce qu'il y a un élément là-dedans qui est l'élément dont Bill Gross parlait tout à l'heure, enfin, je ne l'ai pas dit, mais on va le voir maintenant. Quel est l'élément le plus important? Qu'est-ce qui fait que ça réussit? Enfin, l'élément qui est absolument indispensable pour que ça réussisse ou pas? Le timing. Évidemment. Parce que vous pouvez avoir la bonne idée, vous pouvez avoir le financement, vous pouvez avoir le marché, il faut avoir tout ça. Mais si vous n'êtes pas dans le bon timing, et c'est ce que notre consoeur disait tout à l'heure, c'est très bien d'avoir raison avant tout le monde, mais avoir raison, c'est bien pour lancer le projet, mais quand le projet est mûr, il faut que le projet soit mûr dans le timing. Alors après, évidemment, il faut tout le reste, je ne vais pas revenir dessus.
J'ai mis en 4 la volonté. Oh, j'ai poussé sur un truc, je pense. Ah bon, voilà. Il faut une équipe alignée, évidemment, un peu de financement. Et puis je ne résiste pas à l'envie de vous remettre un petit coup de volonté, de persévérance, parce que c'est quand même vraiment ça qui fait la différence aussi. Il faut évidemment des compétences, il faut de la créativité continue, et quelque chose qui a été appelé très joliment par notre confrère tout à l'heure, mais que moi j'appelle chance, ou le hasard, mais il en a dit 2 mots, et j'adhère complètement à ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a peut-être pas de hasard. On est là, on a un terrain favorable parce qu'on est à l'écoute, qu'on observe, et qu'on est à l'affût des éléments dont on va pouvoir se servir pour faire aboutir le projet. Alors en résumé, qu'est-ce que je dirais? Bon, qu'est-ce qu'il faut pour relancer une start-up et pour lancer un projet? Il faut une idée novatrice suivie. C'est pas tout d'avoir l'idée, il faut qu'elle soit suivie. Qui va rencontrer dans le bon timing, non, excusez-moi, qui va rencontrer pardon, le bon marché, donc son marché, en fait, il faut qu'il y ait un marché derrière, s'il n'y a pas de marché, évidemment, c'est pas possible, dans le bon timing. Alors, vétérinaire, entrepreneur, point d'interrogation, parce que moi je l'ai mis avec un point d'interrogation. Je ne résiste pas à vous citer quelques vers, je vous laisse lire, parce que c'est vraiment ça en fait. Hein. Donc c'est des vers tirés d'un poème de Guillaume Apollinaire. Ils sont venus, il les a poussés, ils ont volé. Donc en fait c'est vrai qu'entreprendre ça fait peur. Et ça fait peur sauf quand on est câblé pour ça, mais quand même ça fait peur, parce que c'est très inconfortable de se dire qu'on met en péril peut-être son avenir, qu'on met en péril des sous, qu'on met en péril peut-être la famille, mais quand on n'essaye pas, on n'y arrive pas. Donc moi je vous traduis ces vers-là avec une autre formule qui est peut-être un petit peu plus claire à comprendre. Celle-là. Alors quand vous avez fait ça, je ne résiste pas non plus à l'envie de vous mettre une phrase très connue, bien qu'elle soit de moi. Dans votre projet, tant que c'est pas mort, c'est pas mort. Ah non, mais c'est pas de la blague. Tant que c'est pas mort, c'est pas mort. Persévérer quand c'est possible, évidemment. Quand c'est possible, il ne faut pas aller au point de non-retour. Mais LPO, il était mort en 2011. Mort. Et il n'est toujours pas mort. Enfin, il était mort. Il n'était pas tout à fait mort. Il était presque mort. Et aujourd'hui, on pense qu'il va renaître. Alors je mets cette photo-là. J'aimerais aussi vous remercier tous. Vous remercier toutes et tous parce que l'accueil qu'on a reçu ici est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui nous fait chaud au cœur. Parce que, comme l'a dit les 2 intervenants précédents, comme l'ont dit les 2 intervenants précédents, vous avez une chance inouïe. C'est que vous faites un métier génial. Enfin, vous allez faire un métier génial. Vous êtes dans un pays qui, visiblement, est en train d'écrire une page de son histoire, et vous avez une mentalité que je n'ai pas peur de dire, et je le dis d'autant plus à l'aise qu'on en a discuté hier avec Anne-Françoise. Vous avez une mentalité qui va vraiment, vraiment vers la réussite. Par rapport à la jeunesse belge, la française je ne la connais pas trop, mais la jeunesse belge, en tout cas dans les vétérinaires, ils sont focusés sur leur installation, etc. On ne sent pas d'ouverture vers le monde, on ne sent pas la même ouverture vers le monde que celle que vous avez. Et ça, c'est une chance inouïe dans le monde d'aujourd'hui, qui est mondialisé. N'oubliez pas que l'Internet, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, les connexions, etc. Les langues, si vous parlez le français et l'anglais, vous allez partout dans le monde. Vous avez une volonté d'agir, une volonté d'entreprendre et une ouverture. Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir devant vous, enfin dans le futur, des réussites professionnelles et surtout créer des projets qui aujourd'hui ne sont dans la tête de personne. Donc, je tenais à remercier tous les organisateurs qui n'ont pas arrêté de mouiller leur chemise pour nous faciliter la vie, votre accueil, et je vous remercie de votre attention.